Julie Bertuccelli. Non, je vais commencer par un petit compliment, mais très 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 court. Ah non. Non, pas court, pas court. Non, mais juste pour dire que Julie est probablement avec Céline Sciamma, qui est aussi dans la salle. Elle fume. Elle revient après. Ouais. Notre réalisatrice chouchoute et de la nouvelle génération. Oui, non, mais je pense vraiment. Et alors, j'ai envie quand même de lui dire que c'est à la fois pour la qualité de ses films et pour son attachement identique à la fiction et au documentaire. Et je dis ça devant Dominique Cabrera, qu'elle cite comme un des modèles sur cette alternance documentaire-fiction, mais aussi pour son engagement politique au sens le plus noble en tant que présidente de la SCAM, puisque Julie est entre autres à l'origine de l'Œil d'Or, qui est le prix du meilleur documentaire à Cannes, du FIPADOC et de la Cinémathèque du documentaire. Et pour ça, j'aimerais que vous l'applaudissiez aussi très fort. Bon, on va revenir en ville, donc je pose 2-3 questions, puis très vite on donne la parole à la salle pour que vous puissiez vous exprimer vous aussi. J'ai envie de commencer sur la question du film de fantôme, parce qu'en fait ça me paraît quand même vraiment un sujet du film. Je pense évidemment à Deneuve qui dès le début dit vous êtes surprise de me voir, on dirait que vous avez vu un fantôme, mais évidemment cette maison est hantée, dans la mesure où il y a des êtres qu'on va voir apparaître, mais qui finalement ne sont plus là, et progressivement, j'allais dire, y compris en assumant une espèce de flottement là aussi, on va finir par découvrir quels sont les absents et dans quelles circonstances ils ont disparu. Dans quelle mesure cette question-là, du film de fantôme, t'intéressait et pourquoi? C'est évidemment, oui, c'est ce qui me plaisait beaucoup dans cette histoire. Après, c'est pas le fantôme dans le sens film d'horreur et tout ça. Oui, ça j'ai remarqué, oui. J'espère que vous n'avez pas mis comme un film d'horreur. Oui, les fantômes, c'est ça qui était très génial, je trouvais, dans ce livre, c'est qu'il y avait l'occasion, parce que c'est aussi à travers des objets que les fantômes réapparaissent, parce que c'est eux-mêmes ont une âme et sont eux-mêmes fantômes d'autres gens, et que c'était l'occasion pour moi aussi d'essayer de trouver une forme un peu à la réminiscence et essayer de trouver comment se souvenir dans un film de moments sans que ça devienne des flashbacks trop objectifs comme ça. Je sais pas, c'est vrai que moi en tout cas quand je me souviens des choses, c'est pas en fermant les yeux comme dans des films où on a tout d'un coup toute une scène entière et j'avais le sentiment que je pouvais essayer de trouver une manière d'entrelacer le présent et le futur à travers des fantômes, mais aussi parce que chacun voit son fantôme et donc c'était, voilà, je bafouille un peu, mais c'est vrai que les fantômes sont d'abord en même temps des fantômes d'eux-mêmes, c'est pas que les autres, c'est aussi les souvenirs qu'on a de soi-même qui sont quand même très troubles. Je ne sais même pas d'ailleurs si dans les souvenirs on arrive vraiment à se voir enfant. Je crois qu'on se voit, on voit les autres, on ne se voit pas nous-mêmes d'ailleurs dans les scènes. Hein. Moi j'ai pas un souvenir de me voir petite vraiment, mais en même temps si, parce qu'on projette ça, donc voilà. Et ça c'est lié à un des traitements du film, c'est-à-dire que la particularité c'est que les flashbacks, qui n'en sont pas vraiment, sont tout le temps très subjectifs et liés au temps présent et à la personne qui vit le moment, et qui du coup a cette réminiscence dont tu parles. Oui, parce qu'ils sont redigérés par tout le temps qui est passé entre, et puis par ce présent et voir comment ils vont apporter quelque chose au présent. Donc, c'est vrai que c'était un défi en même temps d'arriver à faire que de faire sentir qu'on se regarde soi-même et qu'est-ce qu'on en retient pour cette dernière journée à vivre. Et donc, oui, c'était... Une autre question. Parce que là, je suis un peu intimidée. Et cette question de la réminiscence et du coup du retour du passé me paraît par ailleurs liée à une des choses que j'aime vraiment dans le film, qui me paraît les plus singulières, c'est la façon dont l'imaginaire finit par infuser dans le film. Et là, vraiment l'imaginaire au sens de l'étrange, du fantastique, de ces visions à la fois du cortège des mariés, des vélos qui tombent des arbres, etc., ou grimpent aux arbres. Enfin, comment est-ce que tu as pensé ces moments-là, qui pour le coup nous sortent entièrement à la fois du réel, mais aussi du passé, puisqu'on est vraiment ailleurs, quoi. Alors ça c'est sûr, tous ces moments-là un peu lyriques ou des visions un peu étranges qu'elle a, c'était pas du tout dans le livre, c'est que des choses que j'ai rajoutées. Dans le livre, c'était vraiment un personnage qui avait un peu Alzheimer et qui avait parfois, oui, des fantômes qui revenaient, surtout de son fils. Et le passé était raconté d'une manière assez objective, comme ça. Et donc, avec Sophie Filière, on a essayé d'entrelacer tout ça, mais que
Et j'ai décidé d'apporter des visions de plus parce que je voulais que ça soit aussi le vertige de cette dernière journée, c'est un peu tout ce qu'on reconvoque quand on pense peut-être que c'est son dernier jour. C'est pas que le passé, c'est aussi tout ce qu'on n'a pas fait, c'est tout ce qu'on a rêvé, c'est tout ce qu'on voudrait encore peut-être faire ce soir-là, peut-être faire un dernier tour de tamponneuse, enfin, essayer que ça soit aussi des visions qu'elle a parce qu'elle est en train de faire un petit bilan de sa vie, ou en tout cas de vouloir tout oublier, puis en fait tout lui revient, en voulant se débarrasser de tout, elle espère lâcher prise et faire le vide, et en fait c'est plein qui revient, quoi. Donc j'ai essayé comme ça de trouver des choses que m'inspirait l'histoire, ou de m'inspirait la maison, ces enfants qui dévalent, qui sont un peu tous les enfants que cette maison a connu depuis des siècles, aussi d'ailleurs les siens, peut-être elle enfant, comme ça peut être aussi d'ailleurs des enfants peut-être du village qui sont allés piquer des costumes dans le grenier, mais toutes ces choses-là, j'avais vraiment envie que ça débouche sur un imaginaire et des hallucinations plus que juste des fantômes comme ça d'une vraie histoire, quoi. C'est plutôt tout ce que ça lui inspire de refaire le point comme ça, de revoir tous ces objets, qu'est-ce que ça lui inspire comme souvenir d'enfance, comme impression aussi, les impressions qu'on a, enfin c'est un peu des rêves éveillés aussi. Donc, voilà. Après, il y en a qui ont été totalement improvisés. Bon, d'ailleurs, les autotamponneuses, ça a été improvisé sur le tournage parce que, avec voir Catherine Deneuve longer les autotamponneuses, et ben, on a juste envie de qu'elle y aille dedans, quoi. Parce qu'on a envie de faire tout faire à Catherine Deneuve, donc c'est venu comme ça, spontanément. Les vélos dans les arbres, c'était une installation d'artistes qui était dans un petit bosquet dans cette maison. Donc, voilà, j'ai vu, je connaissais bien ces vélos-là qui montent vers le cosmos. Je trouvais que c'était trop beau et j'avais envie que ça avait un petit sens pour moi de dans la tête, quoi. Et voilà. Disons que par ailleurs tu connais bien, ce qui permet aussi de raconter la façon dont tu as par moment détourné le film pour y intégrer tes propres objets, tes propres lieux. Raconte-nous un peu ce qui vient très directement de ta propre histoire. Oui, il y en a beaucoup. Je suis un peu intimidée de le raconter comme ça devant plein de gens, mais il se trouve que c'est vrai que cette maison, c'est la maison de ma grand-mère, et donc elle a beaucoup de charge émotionnelle pour moi. Et il y a beaucoup de souvenirs que j'ai essayé de refabriquer, parce que évidemment la maison n'est plus du tout comme ça. Et donc ça a été... c'est vrai que quand j'ai lu ce livre qu'une amie m'a offert, pensant que ça me toucherait, j'ai évidemment pensé toute cette maison. Autant quand j'écris des scénarios, je pense pas à des acteurs, j'ai trop peur que je ne vais pas faire le film ou qu'il ne soit pas libre après, et puis que j'ai passé 2 ans à fantasmer comme ça un personnage, et alors que cette maison-là, je ne pouvais pas ne pas me la sortir de la tête, et donc j'ai beaucoup apporté des objets aussi qui n'étaient pas dans le livre, des automates, les animaux empaillés, enfin, il y a plein de choses qui n'étaient pas dans le livre, parce que justement ma grand-mère par exemple collectionnait les automates, et que c'est des madeleines d'enfance, quoi, pour s'endormir, de faire tourner l'automate et la petite musique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses effectivement très intimes dans cette histoire, mais en même temps il y a la distance d'un livre, d'une histoire qui n'est pas la mienne. C'est d'ailleurs pour ça que c'était aussi un peu joyeux d'avoir Catherine et Chiara, quand elle parlait tout à l'heure de ce que c'est que de jouer ensemble mère et fille. Au moins il y avait cette petite part de réalité qui n'en est pas une, comme moi je jouais avec ça, cette part-là. Qui pose la première question? Forêt de bras. On a peut-être déjà tout dit. On a tout dit déjà? Ça n'arrive jamais, hein, qu'il n'y ait pas de questions. Je vais donner la parole à l'architecte du Méliès, Bernard Ropin. Parle très fort. Oui, c'est un très très beau film, merci beaucoup. Moi j'ai une question, préoccupation. T'es à fond là sur le volet vocal? Très fort. Alors, oui, dans le film, est-ce que vous avez vraiment fait exploser la maison de votre grand-mère? Ça fait un choc dans la famille, hein. J'avoue que ma mère a du mal. Mais non, bien sûr que non. C'est un beau travail d'effets spéciaux, avec quand même un tournage un peu sur place où on a vu filmer, c'est pas une maquette en tout cas, c'est vraiment la maison où on a filmé avec des lumières d'abord, de la poussière et tout, puis après les magiciens des effets spéciaux ont rajouté les flammes, les explosions. Donc, non, c'est tout à fait... Mais j'avais le droit à très peu, il n'y a que 3-4 plans maximum de
comme ça, d'explosions et de feu et de tout ça. C'était très jubilatoire, parce que c'était le livre se terminait comme ça. Hein. Ça, c'était la fin idéale pour moi. Exorcisme total. Signal à la famille qu'il faut se libérer des maisons qui sont impossibles à garder. Et au passage, un clin d'œil cinéphilique ou pas? Parce que pour le coup, on est assez nombreux en voyant cette scène-là à se dire que c'est une forme de réinterprétation d'une fin de film hyper connue qui s'appelle Zabriskie Point d'Antonioni, auquel on pense, mais en se disant que c'est une espèce de réécriture parce qu'on passe par le numérique, par d'autres types d'effets, donc c'est à la fois autre chose et en même temps on ne peut pas ne pas penser à ce plan-là. Toi, tu y as pensé? J'ai honte de vous le dire, mais je vais quand même vous le dire parce que je suis une fan absolue d'Antonioni et c'est le seul film que j'avais pas vu de lui. Donc c'est pendant la préparation que, même d'ailleurs c'était avant un assistant que je rencontrais, c'est pas d'ailleurs lui que j'ai gardé, mais bon, je l'ai rencontré et il m'a dit Antonioni. Ça c'est ingrat du coup. Oui, oui, mais c'est pas pour ça que. Enfin en tout cas je le remercie beaucoup de m'avoir. Peut-être que d'autres me l'auraient dit après, mais voilà, il m'a dit Zabriskie Point, parce que je dis je sais pas comment on va filmer ces objets qui volent et tout ça, et donc j'ai découvert le film. Absolument, bon, j'ai adoré évidemment ce film. Je pense vraiment pas que je l'avais vu, sinon je m'en serais souvenu. Et c'était un problème pour moi parce que du coup ça devenait. Parce que j'essaye au contraire, moi, quand je fais un film, d'essayer d'oublier un peu toutes les références ou les souvenirs que j'ai d'autres films, sinon ça me tétanise en fait. Donc là, j'avais ce film-là, ce chef-d'œuvre génial, cette fin sublime, et j'ai quand même dû, pendant tout le montage, prendre les images de Zabriskie Point comme maquette. Parce qu'on n'avait pas du tout filmé encore, on n'était même pas sûr d'avoir l'argent pour les faire, et on voulait être sûr qu'il y avait besoin de cette fin-là, que j'avais écrite, avec les objets au ralenti, les objets du film, ça bon. Évidemment, les Zabriskie Point, c'est des plans sublimes, qui n'ont pas non plus grand-chose à voir, dans le sens où c'était beaucoup plus, il y a des poulets, des frigidaires, des télés qui explosent, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, puis moi je voulais qu'il y ait les objets du film, mais c'était une référence qui m'a beaucoup portée en même temps, parce que j'aimais bien en fait de ne pas l'avoir vu ce film, et que je le découvre qu'à ce moment-là, c'était d'autant que je suis fanatique d'Antonioni, donc je ne sais pas pourquoi j'avais pas vu ce film. Donc, voilà. D'autres questions? Oui, je commence là. Hein. Oui, alors on m'entend? Si, je crois que oui, très près de la bouche. Oui. Oui. Bon, là vous m'entendez? Oui. Bon, on entend souvent les réalisateurs expliquer à quel point c'est compliqué d'obtenir des financements pour monter des films, etc. Il faut parler très fort quand même. D'accord. Donc les réalisateurs, souvent dans les interviews, ça explique que c'est difficile hein, de monter, enfin, de faire le montage financier d'un film. Je voulais savoir pour un film comme ça, justement, combien de temps vous avez mis et à partir de quand Catherine Deneuve s'est montée et ça a dû accélérer les choses. Voilà, savoir un peu l'historique. Je vais appeler mes productrices pour qu'elles viennent en parler aussi. Parce qu'effectivement, c'est un film où il faut vraiment applaudir très très fort les productrices parce qu'elles ont pris des risques énormes. En fait, on a travaillé beaucoup sur l'écriture du scénario. Pendant 2 ou 3 ans, 2 ans à peu près. Et c'était assez particulier parce qu'on a eu un premier financement assez tôt, donc l'avance sur recette, le CNC. Et après, on avait plus du mal à obtenir les financements des privés, etc. parce qu'ils attendaient le casting en fait. Et le casting, on ne l'avait pas encore parce qu'on avait pris le temps de réfléchir tout en écrivant encore le scénario. On n'avait pas tout de suite, on a pensé dès le début à Catherine Deneuve, mais on a pris le temps de réfléchir, c'est vraiment ça, etc. Mais en fait, et on voulait encore retravailler le scénario malgré le fait qu'on a eu un financement. Pour nous, il y a encore du travail du scénario. Donc avant de présenter à Catherine Deneuve, on voulait absolument avoir un scénario parfait à nos yeux. Et ça a pris un peu de temps parce que c'est un scénario complexe, donc du coup, voilà. Mais alors, une fois qu'on a présenté à Catherine, je crois que c'était au mois de décembre, je ne sais pas quelle année, et ben, au mois de fin décembre, début janvier, elle a dit oui. Et elle a dit, je peux le 15 mai. Et là, donc, bon, peut-être fin mai. D'accord, fin mai, mais c'était la seule possibilité qu'elle avait, en tout cas cette année-là. Nous, on avait besoin d'été, donc ça tombait bien. Et du coup, on avait 5 mois pour faire le financement, ce qui était très court, en fait. Et en même temps, c'est sûr que ça nous a aidé qu'il y ait Catherine Deneuve, c'est sûr.
Mais vous savez, les financements, vraiment, les télés qui financent les films, les distributeurs, etc., ils regardent tout. Ils regardent d'abord les scénarios. Il faut que les scénarios les convainquent que ça va être un beau film. Ils imaginent le film parce qu'ils mettent de l'argent sur la lecture du scénario. Donc c'est les scénarios et les réalisateurs et l'actrice, évidemment, les producteurs un peu aussi. Voilà, donc on a eu 5 mois pour financer et on a eu de l'argent, disons, le film il a coûté à peu près 5 millions, c'était juste, mais on a réussi quand même à le faire. Oui, avec beaucoup de risques, on a pris sur nous, etc. Bien sûr. Les spécialistes des films à risque. Vous avez fait juste avant La douleur d'Emmanuel Finkiel, vous avez pris beaucoup de risques. Et l'arrivée est un des favoris pour les Césars. Madame. Il y a encore des gens comme vous. Voilà. Oui. Allez-y, bien fort. Tout à l'heure, je suis arrivée, vous aviez déjà commencé à me faire travailler, là, je suis là. Je m'appelle Martine Martin, donc je me retrouve un peu dans les noms et prénoms des personnes, enfin, sans citer. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est surtout, quand vous parlez de fantômes, il y a aussi les chocs de la vie, il y a eu quand même 2 décès qui sont un peu suspects, hein, et ça incruste les difficultés. Ça incruste, on donne davantage de sens aux objets, aux souvenirs, on essaie de tramer des choses regrettables ou le remords nous font construire plein de choses, etc. Et ça, je crois que c'est plus dans le livre que je n'ai pas lu, hélas, et peut-être, je pense que vous avez extrêmement bien développé tous ces aspects mortifères qui sont dans l'histoire et qui arrivent à la fin, quoi, qui arrive d'une façon avec cette maladie, malheureusement que nous connaissons tous et que nous craignons certainement beaucoup, mais il y a aussi toutes ces épreuves, hein, toutes ces choses qui n'ont pas été abouties complètement ou qui ont été retenues exprès, enfin, toutes sortes de choses comme ça qui font que les fantômes, ils s'installent dans les placards, quoi. Hein. Voilà, quoi. J'avais envie de vous dire ça. Voilà. Je ne veux pas plomber la soirée, hein, quand même. Merci. Pas grand chose à rajouter, on a quasiment tous plein de fantômes dans les placards. Mais en tout cas, les objets sont pour moi vecteurs de tellement de choses, quoi. En plus, je suis tombée dans une famille très collectionneuse, un peu comme Catherine, et d'accumulateurs d'objets, de souvenirs, de meubles, de tableaux, de trucs, et donc ça nous aide à vivre beaucoup, à se souvenir des choses, ça nous étouffe, et donc le côté mortifère il vient aussi de ça, mais en même temps voilà, l'effet boomerang est là, on ne peut pas non plus se séparer de tout et oublier les morts si facilement. C'est une grande banalité. Cela dit, au tout début du film, y compris parce qu'il est très orienté sur sa propre mort, dans la construction scénaristique initiale, on ne voit pas immédiatement venir à quel point le film porte aussi sur les deuils qu'elle a subis et dont elle se sent par ailleurs pour partie responsable. Je vais essayer de transformer ça en question. Et du coup, un des fils quand même, c'est cette question de la culpabilité sur la mort du mari. Est-ce que j'ai appelé les secours ou pas? Alors, je ne sais pas quel est le ressenti des spectateurs, mais j'ai l'impression que finalement, le film ne tranche pas entièrement cette question, sauf erreur. Sciemment, tu l'as laissée ouverte, ou pour toi, d'une façon ou d'une autre, la version produite par la fille annule entièrement le ressenti de la mère? Oui, j'ai pas trop envie qu'on paraphrase trop le film, mais disons que oui, si elle dit ça à la fin, la fille c'est pour un peu calmer sa mère, on sait bien que c'est un mensonge qu'elle fait, c'est bien de faire des mensonges parfois pour... c'est pas la peine d'en rajouter à ce moment-là de la fin. Voilà, je pense que c'est un peu pour ça que Marie lui dit à sa mère qu'elle avait appelé les secours. Voilà, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Parce qu'on peut avoir une autre lecture, qui est qu'effectivement la mère se souvient mal, parce qu'effectivement, comme les souvenirs sont subjectifs, il peut y avoir tout à coup une espèce de recréation sur la base de ce sentiment de culpabilité. Ouais, je crois pas. Enfin, personnellement, après chacun fait ce qu'il veut, mais puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette Marie part, parce que c'est étouffant et qu'elle croit vraiment avoir compris que sa mère n'avait pas appelé les secours et lui reproche. Pour moi, c'est quand même assez
ce qui s'est passé après. C'est pas non plus elle qui a tué son mari pour autant. Et voilà, l'histoire serait peut-être arrivé de façon trop tard. Voilà, on n'est pas en train de faire un procès, mais disons que c'est la culpabilité qui compte, c'est le sentiment qui compte, surtout le souvenir qu'on en a et comment ça détruit un peu cette famille, quoi. Allez-y. Alors moi j'avais une petite question, mais avant de la poser, je voulais vous remercier, vous féliciter et effectivement rebondir sur le mot d'émotion de Patrice Détac. Dire que ce que dit Jean-Luc Godard, je crois, de dire que l'important dans une histoire, c'est la rencontre, la séparation et les retrouvailles. Et je trouve que c'est un film magnifique sur les retrouvailles d'une mère et sa fille, et c'est extrêmement émouvant. Et justement pour ce passage, est-ce que c'est justement pas le propre des retrouvailles que d'être justement dans le fait de fermer les yeux sur ce qui est réel ou pas, sur ce qui est arrivé ou pas, de savoir partir, choisir l'imaginaire, et aussi, peut-être comme dans Hugo Cabret, on a aussi fait penser beaucoup à ça, de savoir suspendre, arrêter le temps. Et est-ce que c'est ça aussi qui vous a guidé, le fait de suspendre le temps? Oui, vous avez très bien dit. Non, mais c'est sûr que c'est un film, pour moi, c'est plus, d'ailleurs, plus que sur le c'est un film sur le temps, sur la mémoire, et ce temps-là suit tout le... J'espère que tout un travail sur le temps, donc effectivement, là, il faut, dans ces retrouvailles, le peu de réconciliation qui existe là, il fallait le protéger, et voilà, maintenant, le passé, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est tout ce que vous avez dit, je crois. Bien fort. Oui, très fort. Bon, je voudrais vous dire que c'est un film qui m'a beaucoup touché. Je remercie de ce spectacle et ça m'a beaucoup touché pour des raisons personnelles. Je voudrais surtout faire un petit commentaire, c'est que ce qui m'a le plus touché, c'est que les deux personnages, mère et fille, vont vivre des réminiscences pour des raisons différentes. Dans cette maison, on est ensemble. La mère qui vit déjà dans le passé par la maladie, et la fille, l'enfant, qui revient à la maison familiale, et des objets, tout ça, et tout ce monde qui revient. Donc c'est juste un petit commentaire. Cette osmose de réminiscence entre mère et fille m'a beaucoup plu, cet attachement entre les deux personnages. Voilà. C'est juste un petit commentaire. Merci beaucoup. Une autre question par là-bas, il y a un autre micro pas loin de chez vous. Je voudrais vous parler d'un personnage un peu secondaire mais qui m'intrigue. C'est la petite fille dans sa forêt qui pique un petit peu à droite et à gauche, qui fait sa petite collection. Est-ce qu'elle était dans le roman ou est-ce que c'est vous qui l'avez imaginé? Et qu'est-ce qu'on doit en tirer enfin, de cette petite fille Ça m'intéresse. Ça va m'aider qu'elle vienne avec moi. Alors, cette petite fille, elle était dans le roman. Elle s'appelait la Sauvageonne, avec ses petites bottes rouges. Mais c'était une petite fille qui était une fille du village, quoi. C'était assez prosaïquement une petite fille du village. Et puis j'ai eu envie d'en faire un peu plus de mystère. D'ailleurs, c'était très touchant parce que quand j'ai montré le film à l'écrivaine Linda Routledge, qui l'a découvert à Chicago, je suis dans un festival, elle est venue le voir, elle n'avait pas voulu lire le scénario. Et elle était très heureuse parce qu'elle m'avait dit que dans une première version du livre, elle avait voulu la rendre fantôme, en fait. Elle voulait en faire un fantôme, puis elle n'avait pas eu le courage, parce que vu qu'elle volait des choses qui avaient une conséquence sur l'histoire, elle sentait pas, elle était très heureuse qu'en fait je l'ai rendu fantôme aussi, et que ça soit peut-être pour certains de vous un peu Claire Darling jeune, qu'elle se voit aussi comme d'autres personnages se voient enfants, que ce soit aussi peut-être une métaphore de l'enfance, ou puis aussi de regard peut-être mon regard qui observe ce petit monde là, qui comme les enfants jouent avec des petites boucles, elle rattrape toutes ces histoires, elle se refabrique un petit monde. C'est un petit clin d'œil aussi à mon père qui est réalisateur, qui est mort il y a quelques années, il y a 4 ans, et qui disait, je me disais ça très longtemps, j'en pouvais plus de cette phrase, et en même temps je trouve qu'elle est assez juste. Il disait que faire des films, c'est un peu se prendre au sérieux comme le font les enfants quand ils jouent.
Et c'est vrai que tout d'un coup, ce personnage me faisait penser à cette phrase-là. Et puis on bouille la place du réalisateur. En plus, cette petite fille, c'est la mienne. Donc, elle me ressemble un peu. J'ai pas tout de suite pensé, mais je me suis dit, bon, bah oui, c'est un peu moi. Et puis, une spectatrice, il n'y a pas longtemps, m'a éclairé sur quelque chose qu'évidemment, très intimement, je savais, puisque je collectionne beaucoup les anges, mais c'était aussi un ange, cette petite fille dans l'histoire, qui surveille, qui fait attention que l'horloge est bien à sa place, qui vole ce qu'il faut, c'est-à-dire la bague qui va être un petit plus dans cette réconciliation ultime, et puis qui fait attention que Claire Darling revient bien dans sa maison, enfin voilà, qu'elle survole tout ça, et elle s'appelle Angèle. Si vous avez d'autres explications, tant mieux, parce que je voulais que ce soit un personnage ouvert comme ça. Oui, j'ai été très touché par votre film. On a un regard, on est captivé par les objets du film. C'est-à-dire, les objets sont devenus des personnages auxquels on s'attache. C'est-à-dire, c'est le contraire d'un vide-grenier. Un vide-grenier, c'est un bric-à-brac indifférencié dans lequel on cherche des objets qui pourraient nous toucher. Et là, les objets de l'héroïne, vous nous les rendez sensibles. Au point que il y a un moment où ça devient absolument insupportable de voir tous ces objets qui, chacun a marqué un moment d'une vie, disparaître, s'écouler comme le temps du sablier. Et c'est à ce moment-là que vous faites intervenir en quelque sorte la loi, le personnage du gendarme. Comment est-ce que vous avez imaginé ce moment où le gendarme dit « ça suffit maintenant ». C'est précisément le moment où ça devient insupportable pour nous, vous voyez, c'est le bon moment donc. Oui, c'était bien équilibré. Non mais c'est vrai, je suis très touchée de vos mots. Et en même temps, moi je sais que dans les vides-greniers où je vais beaucoup, je suis toujours extrêmement émue. C'est des moments en même temps d'excitation, parce qu'effectivement j'ai le plaisir à trouver des choses qui augmenteront mon cabinet de curiosité intérieure. Mais aussi c'est des moments où justement j'ai l'impression de voir la vie des gens qui s'étalent là, leur âme, tout ce qui a traversé la vie de cette famille, où peut-être une vieille poupée toute cabossée a été l'objet de tant d'attention d'une arrière-grand-mère. Moi, en fait, je les vis toujours très, très habités, les objets. Donc, tant mieux que là, dans cette histoire, vous voyez que c'est ça, en fait, aussi, ces objets-là. Et oui, il était temps que ça s'arrête, à un moment donné. Je sais pas, dans le livre, il y avait aussi cette étape-là. En tout cas, c'est surtout, c'est pas tant le gendarme, enfin, le gendarme fait loi, mais c'est aussi Claire qui peut-être manipule, encore une fois, parce que je pense que c'est, pour le coup, c'est vraiment pas qu'une maladie qu'elle a. Elle joue avec la mémoire, elle manipule aussi, elle fait semblant sûrement, ou en tout cas, elle s'amuse à oublier, puis tout d'un coup, pas du tout oublier, puis enfin, parce que c'est un appel aussi à voir sa fille, tout ça. Enfin, bon, je vais pas encore une fois paraphraser le film, ça me soucie de le faire, mais donc il était temps pour que l'histoire quand même continue et que l'entassement et puis qu'ils puissent tous voler, qu'il en reste encore à la maison pour la fin. J'aurais été trop triste que rien ne vole de cette maison. Et heureusement, les principaux, peut-être les plus attachants, certains des plus attachants étaient déjà partis, protégés chez d'autres, recommencer une autre vie ailleurs, et Martine, la brocanteuse, a pas mal sauvé. D'ailleurs, les objets sont les premiers à être appelés chéris par Claire Darling. Vous allez vivre notre vie ailleurs, mais chéris, tout ça, du coup, sera le nom du garçon mort, mon chéri, et deviendra aussi le nom de ma chérie, en parlant de sa fille, comme s'il y avait une espèce d'équivalence, en fait, entre les humains et les objets sur cette question d'attachement. Darling, on va plus qu'il arrête. Petite digression tout à fait montreuilloise et de l'ordre du cocorico. Le gendarme est donc joué par Samir Despi, qui habite Montreuil, donc une partie de la famille dans la salle. Et l'acteur fétiche de Solveig Gonzalez, qui est une des autres femmes bébés. Et donc Clara, la fille, est dans l'embrasure de la porte là, et parce qu'elle a travaillé sur le film de Julie. Voilà, c'est complet quoi.
Première, en plus, c'est mon père qui l'a fait tourner la première fois, en fait, dans les films, quand il était ado. Donc, je le connaissais depuis très très longtemps, Samir. Donc j'étais extrêmement heureuse d'enfin trouver un rôle pour lui. Formidable. Allez, on prend encore une ou deux questions, et puis après on finit en musique, et après ça va être super, parce que tout est super, quoi, non? Moi, je trouve. Vous parliez à l'instant de la relation entre Claire et sa fille Marie. Et alors, du coup, j'ai pensé aux lettres que sa fille lui envoie, qu'elle retrouve non ouvertes. Donc, est-ce que vous savez pourquoi elle n'a pas ouvert les lettres de sa fille? Question. Oui, enfin, si vous avez la réponse. Oui, j'ai la réponse, mais c'est-à-dire, c'est vrai que on a un tout petit peu bifurqué par rapport au livre, mais au fond, c'était bon, sa mère était furieuse qu'elle soit partie comme ça en lui reprochant. En fait, nous, on a rajouté par rapport au livre qu'elle lui reprochait cette histoire d'avoir vu son père mourir. C'était pas du tout comme ça dans le livre. Et en fait, dans le livre, c'est parce qu'elle pensait qu'elle lui avait volé la bague. Elle était partie avec cette bague et que, furieuse, elle n'avait pas des rapports très faciles, mais qu'elle décidait de jamais ouvrir ses lettres. C'était un tout petit peu difficile, en fait, une fois le scénario écrit comme ça, d'y croire à cette histoire. Donc, puis en plus, j'avais envie de quelque chose de plus... Une vraie raison de partir, et une vraie raison pour Chiara, pour Marie de partir. Donc, c'est vrai que je trouvais ça plus cohérent qu'il y ait cette histoire entre elles, ce nœud sur qui est coupable ou pas de la mort du père, d'autant qu'il n'y a pas que ça, mais voilà, donc ces lettres étaient en tout cas le symbole qu'il y avait une grosse rupture et qu'en n'ayant pas lu les lettres, en fait, Marie avait dans ses lettres écrit qu'en fait elle n'avait pas volé la bague, elle l'avait cachée dans le placard. Enfin, des histoires psychologiques pas très comme ça intéressantes à raconter là, mais disons que c'était voilà, le nœud de cette histoire de bague qui était caché dans ses lettres, donc c'est un peu ce qu'elle lui reproche en disant que tu n'as pas lu les lettres. Donc c'était, en tout cas, c'était toutes ces années de liens que Chiara quand même, que Marie espérait tenir, qui ont été balayées, enfermées dans un placard, quoi. J'étais claire ou... Oui. Alors, tu n'as pas encore la question Méliès, qui est la question que personne ne t'a encore posée ailleurs en France, qui est donc dont je me charge. Déjà, c'est celle-là. Celle-là, oui, c'est. Non, qui est qu'il y a deux choses, si je me souviens bien, enfermées dans le bureau, enfin évoquées comme potentiellement enfermées dans le bureau. C'est la bague qui est l'objet du reproche dans le sens mère-fille, mais qui est aussi le symbole de la transmission, puisqu'elle vient de la mère et que du coup, si la transmission s'opère normalement, elle va être transmise de mère en fille et continuer par-delà la mort de la mère ici. Mais on évoque aussi cette espèce de légende sur la main coupée qui aurait été dans le bureau, si je ne me trompe pas. Ah oui. Ça, c'était un élément qui existait dans le bouquin. C'est deux choses que vous avez inventées avec Sophie Filière. Non, je crois que cette histoire de main coupée a été rajoutée. Et pourquoi, du coup? Une histoire farfelue, géniale, très belle. Hein? Non, mais il y a un conte, il existe Il y avait un plein conte. d'autres histoires, mais je ne sais pas si... Oui, il y avait plein d'histoires sur les objets, mais celle-là, je ne suis pas sûre qu'elle y était. Je crois qu'elle a été apportée. Mais c'est dur, je n'aime pas trop paraphraser comme ça, ça me... Ah, mais ça paraphrase pas là. Non, mais ça faisait partie en tout cas de... C'est vrai que dans le livre, chaque chapitre commence par l'histoire d'un objet et raconte depuis ça, comment il a été fabriqué, depuis, je sais pas, des siècles ou 20 ans ou 10 ans, et comment peu à peu il arrive dans cette famille, qu'est-ce qu'il y apporte. Et donc, ces choses-là, j'avais envie que l'histoire des objets soit là, en tout cas, et on avait un peu vaguement essayé de faire quand même des voix off, des trucs comme ça qui pourraient raconter par moments. Évidemment, ça ne fonctionnait pas. Et puis c'était chouette que le personnage de Claire Darning les raconte, parce qu'elle transmet aussi, elle donne ces objets pratiquement aux autres. Donc elle veut que leur histoire continue, qu'elle soit connue et qu'ils continuent leur aventure. Donc voilà, c'était histoire d'incarner plus ces meubles et ces tableaux et tout ça. Après, ce que je peux vous raconter, parce que quand même quand on fait un film, c'est toujours assez surprenant les échos qu'on y trouve, mais et qui viennent aussi inconsciemment après, c'est que moi pendant l'écriture de ce film,
Je suis allée voir, parce que mon père est mort récemment, et je suis allée voir une de mes tantes. Et en même temps, j'ai fait avant des travaux chez mon père, et j'ai dû refaire tout un parquet. Et sous son bureau, Olivier, qui refaisait le parquet, a découvert une bague sous le bureau, une alliance. Donc déjà, j'ai eu un coup au cœur très très fort, parce que c'était quand même assez impressionnant, que malgré sous un bureau, on trouve une alliance. Et puis donc, je suis allée voir cette tante, la sœur de mon père, quelques semaines après, et je ne lui parle même pas de la bague, je lui parle un peu que je fais un film, tout ça, et elle me dit, mais dis donc, en fait, est-ce que ton père t'avait donné la bague de ma grand-mère, en fait, ce que ma tante lui avait donné à lui pour qu'il me le donne à moi. Et en fait, c'était donc cette bague, c'était la bague de mariage de ma grand-mère, et que mon père avait récupérée, qu'il avait dû laisser tomber sous le bureau en oubliant que, voilà, en l'ayant perdue. Et donc c'était comme un écho incroyable de cette histoire, parce que cette bague en plus ressemble, c'est exactement la même taille que la bague de mon mari qui était mort et de la mienne, donc c'était un truc étrange. Donc les fantômes sont là à tous les moments de notre vie et aussi dans les films. C'est une très belle histoire, c'est pas du tout de la paraphrase. Qui pose la dernière? Non? Il n'y a pas de dernière. Il n'y a pas de dernière? Mais je suis là dans le couloir, je suis là avec vous, si vous voulez qu'on en parle après, avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Julie Bertolucci.